Bienvenue sur Ici Éco. Il semble que la relation entre le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, et le Premier ministre Nawaf Salam ne soit pas au beau fixe. On peut même parler d'une relation tendue, et ce depuis la nomination de Saïd à la tête de la Banque centrale par un vote majoritaire au sein du Conseil des ministres, malgré l'opposition de Salam et de son équipe ministérielle. Dès son premier jour, Saïd a insisté sur l'importance de protéger l'indépendance de la Banque du Liban, un principe qu'il a défendu récemment lors d'une présentation devant la Commission des finances et du budget. Cette étude juridique met en avant la nécessité de préserver l'indépendance de la banque et l'harmonisation du cadre législatif bancaire, tel qu'établi par la loi de la monnaie et du crédit. Depuis 62 ans, cette législation garantit l'indépendance de la Banque centrale et la cohérence du système bancaire libanais. Cependant, le projet de loi sur la réforme et la réorganisation du secteur bancaire, approuvé par le Conseil des ministres le 12 avril 2025, est selon Saïd une atteinte directe à cette indépendance et à la cohérence du cadre législatif bancaire. Cette semaine, après la réunion de la sous-commission parlementaire issue de la Commission des finances consacrée à l'étude de ce projet de loi, Saïd a réaffirmé que la Banque du Liban, conformément aux articles 71 et 72 au Code de la monnaie et de crédit, n'a pour rôle que de donner un avis consultatif et de l'orientation. L'objectif est de renforcer l'efficacité des lois en cours d'élaboration et de garantir leur compatibilité avec le cadre existant. Durant cet épisode, nous aborderons les principaux dossiers économiques et financiers, notamment la réforme bancaire et les divergences entre le gouverneur Karim Saïd et le Premier ministre Nawaf Salam, avec l'ancien ministre de l'économie et du commerce, professeur Alain Hakim. Toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Hakim. Merci. Pour commencer, que pensez-vous de cette relation tendue entre Karim Saïd et Nawaf Salam? Il faut être clair qu'aujourd'hui, l'antagonisme qui a lieu à ce niveau-là est à un niveau stratégique, mais en même temps au niveau tactique en termes d'application des réformes nécessaires financières. Et ceci était clair lors de l'élection, enfin plutôt de la nomination qui a eu lieu à travers un vote au niveau du gouvernement libanais. Donc il y a un antagonisme clair en termes d'application, ce n'est pas personnel, mais en termes d'application des solutions financières préconisées pour le pays. D'application ou de vision? Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de parler de vision financière actuellement. Aujourd'hui, nous devons parler de mise en place des procédures nécessaires pour pouvoir aboutir à une solution à la crise financière du Liban pour bâtir une vision. Aujourd'hui, ce n'est pas la question qui se pose n'est pas véritablement la vision du futur, mais beaucoup plus comment sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Alors que, bien entendu, à mon avis, les étapes nécessaires pour sortir de cette crevasse économique et financière sont claires. Et il y a une nécessité d'aller vite, mais d'aller d'une manière aussi sûre, en commençant bien entendu par la première décision qui a pris à mon avis beaucoup de temps au niveau du secret bancaire, ensuite pour passer au niveau de la restructuration. Non, avant on ne parle pas de restructuration, d'organisation. On parle aujourd'hui du gap, c'est-à-dire de cette dette que nous avons, que nous sommes en train de supporter, et comment est-ce qu'elle va être, bien entendu... Vous la considérez toujours comme dette et non perte? Dette à 100%, et comment nous allons donc lui donner des priorités en termes de responsabilité pour aboutir à une solution équitable vis-à-vis de tout le monde. Parce que, soyons clairs, les personnes qui vont donc prendre en charge ceci sont quatre. Ça va être l'État, ça va être la Banque centrale, ça va être les banques et les déposants. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de sortie rapide de ceci. Il faut trouver des solutions aussi, donc, le plus tôt possible. À mon avis, nous prenons trop de temps. Juste pour rappeler, si vous permettez, que le gouverneur de la Banque du Liban considère que la loi actuellement examinée par la Commission des finances, ainsi que toute loi relative à l'équilibre financier et à la répartition des responsabilités financières, relève de la compétence du Conseil des ministres et de l'approbation du Parlement. Le rôle de la Banque centrale se limite à donner
un avis consultatif afin d'assurer l'efficacité des lois et leur cohérence avec le cadre législatif bancaire. Donc cette déclaration n'a pas été accueillie par Nawaf Salam, le Premier ministre, qui a exigé que Saïd respecte la politique du gouvernement et ne s'oppose pas aux réformes. Salam a rappelé à Saïd que, quelles que soient les réserves, il est essentiel de suivre la feuille de route gouvernementale, notamment sur la négociation avec la famille, la restructuration du secteur bancaire et la préservation des droits des déposants. On prend parti avec qui ici? C'est-à-dire, si nous reprenons un petit peu les différents précédents qui ont eu lieu au niveau mondial, je ne me rappelle pas avoir vu une banque centrale jouer un rôle central au niveau des solutions préconisées. En général, ce Donc sont c'est la les États. responsabilité du gouvernement. C'est la Parlement. responsabilité de l'État à Oui, c'est travers, ça. bien sûr, gouvernement et Parlement aujourd'hui. La politique monétaire n'est pas la solution Donc vous appuyez au Karim problème. Saïd en ce qui concerne ici qu'il faut respecter les lois 71, 72 du Code de la monnaie et de la crédit, ça c'est clair. En ce qui concerne l'indépendance, en ce qui concerne que la Banque centrale doit donner son avis, mais la grande responsabilité reste sur le gouvernement et le Parlement. Vu que nous faisons face à une crise systémique, il est clair qu'aujourd'hui, la Banque centrale n'a pas son mot à dire d'une manière tranchante. C'est beaucoup plus un problème au niveau de l'État libanais. Et il est clair que ce que demande aujourd'hui le gouverneur de la Banque du Liban est clair, transparent et bien entendu logique. Vous avez toujours défendu l'importance de conserver l'indépendance de la Banque centrale. Pourquoi c'est aussi nécessaire, est une nécessité de préserver cette indépendance? Aujourd'hui, encore une fois, si nous reprenons un petit peu le schéma d'une manière macro, au niveau macro, nous allons remarquer qu'aujourd'hui, il y a 3 piliers de base qui doivent être solutionnés ou plutôt restructurés. C'est le pilier, bien sûr, économique, le pilier financier et le pilier monétaire. Donc, il est clair que nous ne pouvons pas amalgamer les 3 ensemble au niveau donc d'une interdépendance en termes d'autorité et en termes de prérogatives. Il est clair que chacun de ces piliers a différents acteurs. Je prends comme exemple le pilier économique a comme acteur principalement le gouvernement et bien sûr l'État dans son ensemble. Nous prenons le pilier financier, nous parlons donc du secteur financier, des banques, bien sûr avec l'intervention du ministère des Finances, etc. Mais les principaux acteurs sont différents. Et il est clair qu'au niveau de la politique monétaire, il faut qu'il y ait une dépendance totale. Encore une fois, si nous regardons aujourd'hui au niveau, par exemple, de différentes banques centrales mondiales, que ce soit américaines ou françaises. Aujourd'hui, tout ce qui se passe entre Jerome Powell et le président Trump, donc ça c'est clair. Exactement, ou européennes, nous voyons qu'il y a une indépendance totale à la limite. Ça c'est clair. Les décisions des banques centrales sont des décisions tranchantes qui viennent et qui, au contraire, influencent la politique économique et la politique financière du pays. Donc, les politiques qui doivent être prises et appliquées par le gouvernement et les parlements. Et bien sûr. Comment évaluez-vous l'approche du gouvernement concernant tout ce qui se passe au niveau des réformes bancaires? Aujourd'hui... Vous parlez de retard, vous dites qu'il y a aussi une responsabilité au niveau du Parlement. D'une manière globale, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de plier comme le roseau, au gré du vent. C'est-à-dire, quand le vent est positif, nous allons vers le positif. Quand le vent est négatif, on va vers le négatif. Nous sommes en train de subir, d'une manière globale, l'impact du cercle régional et du cercle international d'une manière globale. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les efforts du président de la République qui sont louables à ce niveau, et même du gouvernement actuel, nous sommes lents à être proactifs au niveau de ce qui se passe très rapidement autour de nous. Et il y a une peur au niveau global, au niveau interne surtout, au niveau économique et financier, d'où la lenteur des investissements et le retour des investissements au Liban. Cette peur, bien sûr, que, en fin de compte, personne ne va nous attendre. On peut finir sous tutelle. On peut nous retrouver un tuteur. Un nouveau tuteur, une nouvelle tutelle pour faire sortir ce pays immature de cette crise où parfois, bien sûr,
la société internationale aura marre de, bien sûr, se porter au chevet du Liban. Oui. Voilà pourquoi il est nécessaire. Vous me posez la question au niveau de la restructuration bancaire et des lois, etc. etc. Et l'approche Nous ne pouvons plus gouvernement. perdre de temps. Nous sommes en train de perdre un temps énorme. Nous À sommes quel en train coût? de finir plus ou moins la sixième année en train de diluer cette crise à des coûts énormes au niveau du citoyen libanais. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de reprise adéquate. Vous êtes d'accord avec le gouverneur de la Banque du Liban qui sort dire qu'il faut affirmer que la crise que traverse le Liban depuis 2019 est de nature systémique? Si oui, pourquoi? Expliquez-nous, vous êtes économiste. Pourquoi cette crise est une crise systémique? Il y a un point essentiel avant même d'arriver à ceci, qui est au niveau donc global, au niveau du pays. Nous sommes aujourd'hui à un moment crucial. Si jamais nous ne prenons pas le taureau par les cornes, nous n'arriverons pas à sortir de cette crevasse cette impasse dans laquelle nous sommes, malheureusement. Et à mon avis, plus nous perdons du temps, plus nous sommes en train de rater l'occasion qui est en train de se présenter à nous. Voilà pourquoi nous devons aller plus vite. Et malheureusement, à ce niveau, la chaîne qui a eu lieu, qui a commencé par l'élection d'un président de la République, puis par la mise en place d'un gouvernement comme le gouvernement actuel, il y a à cette chaîne un anneau qui manque, un anneau immense, qui est d'une importance vitale, qui est aussi le Parlement libanais. Nous avons vu hier, par exemple, 82 projets de loi, ou 83, je ne sais plus, qui ont été mis en attente et qui ont été remis, malgré que nous sortons d'une guerre, malgré que nous sommes en train de courir pour pouvoir reconstruire le pays. Imaginons-nous un Parlement impuissant qui n'arrive pas à prendre des décisions ou qui prend des décisions de la manière dont il les prend, à main levée, en ne sachant pas qui dit oui, qui dit non. Il n'y a aucune logique dans l'approche des différents projets de loi. Nous avons vu des projets de loi aberrants qui ont été présentés, qui, grâce à Dieu, ont été remis à plus tard pour pouvoir étudier mieux. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas lancer des lois comme ça sans avoir étudié l'impact de ces lois sur les différents secteurs au niveau du Liban. D'où l'importance aujourd'hui d'aboutir à une rapidité dans les décisions financières et économiques, et en général dans toutes les décisions, pour aboutir à des solutions à nos problèmes. Vous avez écrit sur votre papier le terme systémique. Systémique. Au niveau systémique, aujourd'hui, nous pouvons considérer que le problème dont on est en train de souffrir est dû à une mauvaise gestion des banques libanaises. Nous pouvons donc imaginer que c'est un problème qui est survenu dû à des problèmes économiques d'ordre internationaux. Non, le problème de base était clair et net. L'endettement de l'État qui s'est répercuté sur les banques sur la Banque centrale et qui s'est répercuté sur les banques libanaises et qui va se répercuter, et qui s'est répercuté en fait sur nos déposants. Donc le problème est un problème systémique, n'est pas un problème de restructuration des banques en termes organisationnels et managériels. C'est une réorganisation, soyons clairs, financière. Pourquoi? Parce que le financement de ces banques dépendait de la Banque du Liban. Et la Banque du Liban, bien entendu, dépendait de l'État libanais selon la législation en vigueur et selon les lois en vigueur. Donc, excusez-moi, un point. Nous nous rappelons tous le tête-à-tête qui a eu lieu entre le Parlement libanais à travers son chef et à travers le président de l'Association des banques en 2015. Et comment il a été traité et comment ceci a eu des répercussions sur le secteur financier et l'économie en général. Mais considérer une crise, ou bien cette crise comme crise systémique, donc une responsabilité essentielle de l'État, donc cela doit être pris en considération au moment où on est en train de répartir les responsabilités. Vous êtes d'accord? On est complètement d'accord, je l'ai dit au début. Comment répartir les responsabilités? La répartition des responsabilités, d'abord il faut savoir de quoi nous parlons, parce qu'il y a différents chiffres et montants et volumes. Il y a à discuter ceci d'abord, parce qu'on parle entre 64 milliards, puis on parle un petit peu de 80 milliards, puis un peu de 72 milliards. Bref, on peut aboutir à un chiffre commun d'une manière globale. L'important est de pouvoir savoir d'abord le montant, et ensuite, bien entendu, de répartir ceci sur les différents acteurs qui ont lieu. Et encore une fois, le
principal point sur lequel je suis d'accord avec, et je l'avais déjà dit, avec le gouverneur de la Banque du Liban. Il faut reconnaître qu'on a un problème. C'est un. Deux, il faut savoir qu'il y a des solutions. Et trois, il faut savoir que ces solutions font mal. Donc ça va faire mal à tout le monde. Donc il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il faut aller de l'avant parce que plus on tarde, plus le mal est en train d'augmenter. La Banque du Liban, la Commission des finances et le ministère des Finances s'accordent sur la nécessité d'adopter des lois exceptionnelles. Le projet actuel de réforme bancaire n'est qu'un cadre en général. Êtes-vous d'accord que de cette approche-là, qu'on est devant des lois exceptionnelles et de plus, le gouverneur de la Banque centrale, Karim Saïd, parle toujours de sacrifice économique. Donc, certaines parties doivent sacrifier. Qui doit sacrifier? Je viens de le dire, encore une fois, ça va faire mal à tous les acteurs Donc au les niveau... déposants doivent sacrifier, les banques. Ils ont déjà sacrifié, les déposants. C'est ça. Et on va leur demander encore de sacrifier les plus, mais bien entendu, parce que, encore une fois, le temps qu'on a pris pour trouver des solutions est en train de créer un trou béant. Et quand on est face à un trou financier béant, il est nécessaire de réagir. Oui. Un mot encore. Oui, certainement. Toutes les crises financières internationales ont été résolues à travers l'État. Jamais à travers la Banque centrale, jamais à travers les banques. Au contraire, l'État est venu en aide aux banques d'une manière, dans toutes les crises qu'on a eues, plus ou moins. Et en général, si nous prenons les crises au niveau étatique qui ont eu lieu, nous prenons par exemple la Grèce, qui a entendu parler de la Banque centrale? Qui a entendu parler des banques grecques? Au contraire, c'est l'État qui a tout pris en main, c'est l'État qui a imposé, c'est l'État qui a activé, c'est l'État qui a fait des réformes. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons entrepris aucune action positive à ce niveau. Mais ils avaient à leur côté aussi la Banque centrale européenne, Bien le sûr. Fonds monétaire international, etc. Voilà, bien sûr. Pensez-vous que l'objectif commun prime sur un plan unique? Il faut avoir un plan unique pour comprendre les chiffres, pour comprendre les dettes, les pertes, les responsabilités, etc. Vous êtes d'accord? À 100%. Il y a les réformes nécessaires. D'ailleurs, le début des réformes nécessaires qui est en train de prendre forme jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons fait qu'une seule loi qui est la levée du secret bancaire à ce niveau-là, n'est pas suffisante. Il faut aller plus vite. C'est-à-dire, nous passons 6 mois pour aboutir à une loi d'une phrase et demie. Demain, au niveau donc de la définition du gap, c'est-à-dire du manque qu'il y a à pallier, ça va prendre combien? Encore 6 mois. Donc automatiquement, il y a un problème de base, alors que les choses sont plus simples. Plus on va vers le complexe, plus on rend les choses inapplicables. Vous êtes banquier, vous êtes économiste, vous étiez ministre de l'économie et des finances, non, de l'économie et du commerce. Quel est le rôle du secteur bancaire, ou bien quel rôle le secteur bancaire devrait jouer durant la relance économique? Il faut être clair. Aujourd'hui, si nous voulons arriver à une solution viable et à une préservation, et j'insiste sur le mot, la préservation des dépôts du citoyen libanais, il est nécessaire de faire 2 choses. 1, et je réponds à votre question à travers ceci, la normalisation des transactionnels du secteur bancaire, enlever péjorativement, enlever le fer de devant les portes, enlever les blocs de béton de devant les portes, rendre l'accès facile, c'est entre parenthèses bien entendu, mais pour expliciter, normalisation du secteur bancaire donc au niveau transactionnel, 1. 2, la relance du cycle économique. Les deux vont de pair, l'un n'ira jamais sans l'autre. Il n'y aura jamais, s'il n'y a pas de normalisation, il n'y aura jamais de relance économique. Et s'il n'y a pas de relance économique, il n'y aura pas de normalisation du secteur bancaire. À mon avis, la seconde est primordiale. Donc la normalisation du secteur bancaire va entraîner la relance du cycle économique qui vont se répercuter automatiquement sur la préservation. Pas le remboursement, la préservation des dépôts, et j'insiste dessus. Il faut les préserver, non les rembourser. Les préserver. Le remboursement est inexplicable au niveau financier, mondialement et internationalement. Personne ne rembourse des dépôts d'une manière générale et totale et globale. Il n'y a pas une banque qui tiendrait le coup mondialement.
Et même qui a les capacités. La France, par exemple, tomberait automatiquement en ruine si c'était le cas. Oui. Donc n'exagérons pas, essayons de trouver des solutions viables. Et donc, il faut évoquer aussi la visite du président américain Donald Trump ou bien cette visite dans le Golfe et les résultats de cette visite, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour la région. Comment évaluez-vous les retombées de cette visite, notamment pour le Liban? Le train est en train d'accélérer et nous n'avons pas encore mis exactement le pied dans un des wagons. Très simple. Voilà, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la Syrie va beaucoup plus vite que nous. Les pays qui nous entourent vont beaucoup plus vite, sont déjà beaucoup plus solides que ce qu'est le Liban. Voilà pourquoi nous devons mettre les bouchées doubles. Et encore une fois, l'image du Parlement libanais hier, avec 82 projets de loi remis à je ne sais plus quand, est un problème de base dû aux dissensions internes et bien sûr dû au manque de gestion du Parlement libanais. Juste pour dire que le président Trump a décidé de lever les sanctions contre la Syrie. Cette décision constitue une avancée importante pour la Syrie, mais elle pourrait également avoir des retombées positives pour le Liban, notamment en facilitant le transit du pétrole irakien vers la raffinerie de Tripoli, le projet de fibre optique, ainsi que l'interconnexion électrique régionale pour le transport de gaz et de l'électricité depuis l'Égypte et la Jordanie vers le Liban. Donc, pour finir, vous dites, à propos de ces changements géopolitiques... Il est clair que tous les changements qui ont lieu sont des changements qui ont des retombées positives sur le Liban. Donc nos opportunités sont immenses. Il faut savoir les attraper, c'est tout. Mais de tout temps, on savait comment perdre ces opportunités. N'oublions pas le retour des réfugiés. Oui. C'est un grand avantage, il faut en profiter aussi. Bien voilà, professeur Alain Hakim, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.